Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Dans la tête des hommes. Aujourd'hui, nous allons parler du genre et de l'espace dans la division du travail dans différents secteurs et du sacrifice familial qu'il faut parfois accomplir pour subvenir aux besoins de celle-ci. Dans la tête des hommes est un podcast original d'Euronews qui interroge les masculinités. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de ce débat, il en est encore temps et vous trouverez sur la playlist de Dans la tête des hommes l'épisode précédent. Pour nourrir leur famille, rester au pays, ils sont contraints à travailler dans les mines clandestines en Afrique du Sud, le pays qui enclave le royaume des cieux, l'autre nom du Lesotho. On poursuit donc le débat avec le sociologue Jean-Emery Etougué-Effé, professeur sociologue au CNRS, le Centre de recherche scientifique et technologique de Libreville au Gabon, et avec Tiziri Kandi, sociologue et animatrice syndicale CGT HPE en France. C'est parti. Dans le documentaire audio, nous comprenons que des groupes de parole se créent pour que les sama-sama, les mineurs, puissent parler des souffrances endurées et du sentiment de mise en danger dans lequel ils se trouvent à chaque descente dans les mines pour gagner leur croûte. Tiziri Kandi, durant la lutte, y a-t-il eu plus de partage d'expériences entre les femmes et comment la lutte a forgé leur écoute et le sens de la solidarité entre les femmes ? Quand on parle des luttes de femmes de chambre, je pense que c'est important de distinguer deux principales étapes en fait. La première, c'est forcément la période un peu de ras-le-bol en fait, la période où on commence à se sentir usé par le travail, à voir que tous les mois, en fait, on n'a pas toujours la même paye parce que on sait pas pourquoi en fait. Et très souvent, de ce que j'ai pu constater, c'est que très souvent dans ce type de situation, il y a une espèce de colère qui commence déjà un peu à gronder et les femmes de chambre en parlent entre elles déjà, éventuellement avec leur gouvernante. Après, c'est aussi un autre type de rapport avec les gouvernantes en fait, parce que les gouvernantes, c'est les chefs de femmes de chambre. Donc selon, entre guillemets, que la gouvernante soit proche ou pas des femmes de chambre, il va y avoir, ça va éventuellement accélérer une mobilisation. Il y a toute une situation où effectivement, les femmes de chambre, très souvent, elles prennent sur elles pendant des années et il y a certains éléments déclencheurs qui peuvent effectivement pousser ensuite les salariés soit à se rebeller tout seul, parce qu'il y a aussi, on parle des grèves menées en fait avec le soutien des syndicats, il y a aussi des grèves qui se mènent sans syndicat en fait, où simplement les salariés vont se retrouver à se révolter, à faire 2 jours, 3 jours, 4 jours de grève, peut-être plus, peut-être moins, sans avoir entre guillemets une espèce de structure qui va encadrer et même souvent en fait les revendications elles peuvent ne pas être vraiment structurées, etc. Je veux dire, il peut y avoir une espèce de mouvement spontané et qui est réellement la simple expression d'un ras-le-bol. Dans le cas d'établissements où on a effectivement des salariés qui sont syndiqués à la CGT HPE, un jour, par exemple, il va y avoir d'un coup des mutations de salariés de 2, 3, voire plusieurs salariés sur un autre site. Et ça va être ça l'élément déclencheur de la mobilisation. Il peut y avoir, par exemple, la mise à pied d'une collègue qui est là depuis 15 ans et qui est, entre guillemets, un peu la porteuse des revendications des salariés, qui on va se prendre pour la sanctionner. Ces dernières années, très sincèrement, l'élément déclencheur, en tout cas que j'ai pu observer dans les hôtels où nous intervenons, c'est effectivement les mutations arbitraires. Parce que très souvent, effectivement, les employeurs, ils mutent des salariés d'un site à un autre sans aucune raison. Et les salariés, une fois de plus, c'est un peu une grande famille. Ils se connaissent, même quand ils bossent pas forcément dans les mêmes hôtels, ils se connaissent et ils se passent le mot. Alors, par exemple, pour reprendre la grève de l'Ibis des Batignolles, alors c'est une combinaison de 2 choses. C'est une combinaison à la fois d'un ras-le-bol des cadences infernales de plus de 3 chambres et demie à l'heure
et des mutations arbitraires. Parce qu'il se trouve que 13 salariés sur les 40 ont été déclarés comme étant partiellement inaptes par la médecine du travail, parce que beaucoup ont eu des problèmes de santé, des tendinites, des interventions chirurgicales au niveau des épaules, etc. Et plutôt que de baisser ou de revoir leurs conditions de travail, de baisser les cadences, et ben l'employeur a décidé de les muter ailleurs. Mais les salariés sont pas dupes, ils savent très bien que l'étape suivante, ça serait de les licencier. Et donc effectivement, c'est ce qui a précipité la mobilisation en pleine période estivale. Les gouvernantes, elles vont être plus du côté des salariés, en tout cas ces 10 dernières années, parce que très souvent elles-mêmes elles étaient femmes de chambre et donc elles ont évolué, mais en fait voilà, elles ont vécu tout ce qu'elles ont vécu les femmes de chambre. Leurs conditions de travail sont lamentables, hein. À l'hôtel Ibis des Batignolles, on parle par exemple de gouvernantes qui doivent contrôler plus de 140 chambres par jour. Jean-Imri Etouguet, et c'est vous qui avez étudié le cas des bars populaires de Libreville, pour citer une de vos études. Comment se croise le regard entre les travailleurs et les chômeurs? Est-ce que la pression d'être un homme se voit encore plus dans ces endroits? Bon, je commencerai par dire que, comme le sous-titre l'indique, ce sont des lieux de sociabilité, des construits de sociabilité. Donc, on vient dans le bar parce que c'est d'abord un point de rencontre. On vient dans le bar aussi parce que, bon, on a envie de s'éloigner de chez soi, de la pression de chez soi. C'est à l'issue on vient aussi dans le bar parce que on s'ennuie au travail, et du coup, on veut prendre l'air, on va dans le bar. Mais à côté de ça, c'est des lieux de rencontre où effectivement tous les genres se rencontrent. Mais là, c'est les genres masculins, hein. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans les bars chez nous, sauf les serveurs et les servantes. Enfin, les tenanciers de bar et les servantes. Mais consommateurs, c'est majoritairement des hommes. Donc là, il y a aussi un rapport du genre qu'il faut étudier. Mais c'est là aussi où se construisent en fait des relations qu'on soit chômeur ou qu'on soit travailleur. Tout simplement parce que pour le chômeur qui vient, il vient pas en tant que chômeur, hein, il vient en tant que consommateur. Et c'est dans les discussions, et comme Madame Candy l'a dit, c'est dans les discussions en fait que chacun décline son identité professionnelle. Et c'est de là aussi où peut se révéler une offre d'emploi sur un chantier. Mais en fait, c'est comme ça que se construisent en fait ce genre de relations. C'est pas a priori qu'on est chômeur et qu'on vient au bar. Non, 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 non. On se découvre et chacun se décline en fonction d'une identité. Et c'est sur la base de ces identités, effectivement, qu'on crée des réseaux. Et ce sont ces réseaux-là, en fait, qui participent d'une embauche, d'une amitié, de quelque chose comme ça. Mais encore une fois, on vient pas en tant que chômeur, on vient pas en tant qu'employé, on vient en tant qu'individu qui a besoin de se relaxer. Dans le documentaire audio, on avait aussi cette partie où quand on est chômeur, on est une charge pour la famille, on n'est pas grand-chose. Vraiment, ça, c'est du Gabon jusqu'au Sénégal, en passant par le Kenya quand on n'a pas d'occupation. Est-ce que cette pression sociale et culturelle qui est aussi très forte sur les épaules des hommes chez nous? En fait, un homme ne doit pas être chômeur. Voilà. Il ne doit pas être chômeur tout simplement parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est lui qui porte la famille, c'est lui qui porte presque le clan, c'est lui qui porte la communauté. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit chômeur. Parce qu'un chômeur, il doit apporter les moyens de vivre à la famille, les moyens de vivre à la communauté. Je parle de travailleurs pauvres. Travailleurs pauvres, pourquoi? Parce que, en fait, dans ma réflexion, je me dis que le salaire, c'est quelque chose d'individuel. Or, il s'avère que celui qui travaille, déjà, il s'appauvrit parce qu'en fait, il doit distribuer son argent autour de lui. Il a les charges de la maisonnée, il a les charges familiales, il a les charges communautaires parce que les deuils, les mariages et consorts, il est souvent sollicité. Et comme il peut pas dire non, parce que dire non, en fait, c'est se renier en tant que membre d'une communauté, en tant que membre d'une famille, on est obligé de se plier. Mais en se pliant, en fait, on s'appauvrit parce qu'en fait, on n'a plus rien pour vivre, on survit. On rentre dans le cycle d'endettement qui fait en sorte que, bon, on devient pauvre. Et c'est ce que j'appelle les travailleurs pauvres. Bon, j'ai pas inventé le mot, j'ai lu ça quelque part. Donc, on a des travailleurs pauvres. Donc, du coup, être chômeur, en fait, c'est difficile, c'est mal assumé, c'est même mal vu. C'est celui qui a de l'argent qui a de la valeur. C'est-à-dire, le droit d'aînesse perd sa valeur parce qu'en fait, c'est l'argent qui règle maintenant les problèmes sociaux. Dans ce cadre-là, c'est normal, en fait, que bon, quand on est chômeur, ça devient quelque chose de difficile à supporter. La famille, c'est quelque chose, de mon point de vue, c'est sacré. Nous sommes des travailleurs, autant nous sommes des êtres sociaux attachés à notre culture, attachés à nos traditions. Donc, il y a des choses qui ne nous quittent pas. Hein. Donc, du coup, le salaire vient juste, du moins, de mon point de vue, le salaire est venu détruire quelque chose qui a été établi, de l'argent, qui établit de nouvelles normes sociales.
qui établit des nouvelles hiérarchies et qui fait en sorte que bon, tout le monde court après l'argent, quels que soient les moyens, les conditions dans lesquelles on va avoir cet argent. L'essentiel, c'est qu'on en a. Et une fois on en a, on arrive en fait à exister socialement. Donc, vous voyez bien que c'est difficile d'être chômeur dans ces conditions-là. Et la situation actuelle, la situation de la COVID, renforce un peu cette situation, c'est-à-dire on est dans des situations complexes où effectivement on sent la pauvreté gagner du terrain, on sent la misère gagner du terrain, et tout le monde est sous pression, c'est-à-dire pour peu que vous travaillez, que vous avez un peu de revenus, tout le monde s'abat sur vous pour avoir un minimum, pour gagner quelque chose, pour manger, pour vivre, voilà. Donc ça devient complexe, ça devient compliqué, mais c'est ça aussi la pression de l'environnement qui fait en sorte que, bon, la famille a ses valeurs chez nous, et on n'a pas, malgré le fait que nous soyons urbains, nous n'arrivons pas à nous détacher de ces élans-là, de cette manière de vivre, ce qui fait que, bon, on est obligé, voilà, de supporter la misère et puis faire ce qu'on peut avec le peu qu'on a. Et en Afrique subsaharienne, les femmes, on les retrouve de plus en plus dans le secteur tertiaire. Est-ce que c'est une forme de pression qui s'exerce aussi sur elles par effet de domino? Elles ont la chance parce que le secteur tertiaire, c'est un secteur où on a un minimum de qualification. Donc là aussi, c'est la chance qu'elles ont tout simplement parce qu'elles trouvent des poches d'emploi où elles peuvent s'exercer. Mais au niveau du secteur tertiaire, je pense qu'il n'y a pas trop de différence de genre, c'est-à-dire que tout le monde a accès à l'emploi à partir du moment où il y a un minimum de qualification. Le problème se pose pour les gens qui n'ont pas beaucoup de qualifications et qui n'en ont pas du tout. Et à ce moment-là où c'est vraiment compliqué. Je suis entièrement d'accord en fait avec ce qu'a dit le collègue juste avant, notamment sur effectivement cette question de la précarité et du fait que le travail aujourd'hui, en fait, en tout cas dans ce secteur, enfin dans ces secteurs, je dirais un peu invisibilisés, en fait, que ce soit d'ailleurs formel ou informel, en fait, de l'économie. En fait, on est dans des secteurs de création de travailleurs pauvres, en fait. On est très très loin, en tout cas, de l'image que l'on avait avant du salarié de l'industrie qui effectivement était le chef de la maison, qui travaillait et qui, avec son salaire, arrivait à subvenir aux besoins de la petite famille nucléaire et à se projeter dans la construction d'un pavillon, etc. On est de plus en plus effectivement face à des salariés qui sont déjà dans la précarité. Ils rentrent donc sur le marché de l'emploi en tant que précaires et ils le demeurent, voire même il y a toute une structure, comme on l'a dit tout à l'heure, qui l'entretient. Effectivement, les exemples, il y en a vraiment énormément. Moi qui, avec mes collègues qui sommes dans un suivi à la fois des sections syndicales mais aussi des salariés individuellement, on le constate tous les jours, ne serait-ce qu'à la lecture des bulletins de paye de ces salariés-là. C'est-à-dire que en fait, très 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 souvent, et je veux dire, je peux même pas vous énumérer le nombre de cas de salariés comme ça qui effectivement ont un salaire de 600, 700, 800 euros et qui à la fin de sa fiche de paye, on va voir que cette personne a pris un acompte de 500 euros, un acompte de 400 euros, un acompte de 200 euros, et c'est tous les mois. Pareil. À tel point que dans le cas de l'Ibis des Batignolles, et là pour le coup c'est vraiment la première fois que je l'ai vu, et ça m'a plus que choqué, c'est carrément l'employeur qui met en place une convention de prêt avec le salarié avec un taux d'intérêt de 20%. C'est quand même hallucinant. Là, on n'est pas simplement sur, si vous voulez, sur un salarié qui va demander à son employeur de lui faire une avance de 400 euros ou de 500 euros pour pallier à des besoins ponctuels. Non, là, on est carrément à un patron qui met en place une convention avec le salarié, avec un taux d'intérêt, avec effectivement un calendrier de remboursement. Et c'est juste atroce, quoi. Merci beaucoup Jean-Imri Etouguet-Effé, merci pour votre participation et merci à vous Tiziri Kandi. Je rappelle que vous êtes tous les deux sociologues. Jean-Imri Etouguet-Effé, vous êtes basé au Gabon, vous êtes chercheur au CNRS et Tiziri Kandi, vous êtes sociologue en France et vous suivez le combat des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles qui, je le rappelle, sont en grève depuis un peu plus de 18 mois. Cet
émission a été préparée par Lilo Montalto Monella, Marta Rodriguez Martinez, Naira Davlachan, Mampeya Dio et moi-même à Lyon. Laurie Martinez est basée à Paris, en France, et Clizia Sala à Londres, au Royaume-Uni. Production et conception de l'émission par le studio Ochenta. Le thème musical est de Gabriel Dalmasso, la rédaction en chef de Yassir Khan. Pour plus d'informations sur Dans la tête des hommes, la série originale d'Euronews, rendez-vous sur fr.euronews.com/programme/Dans la tête des hommes pour plus d'éditos, de vidéos et d'articles sur le sujet. Vous pouvez écouter ce podcast sur Castbox, Spotify, Apple Podcast et sur toutes vos applications préférées. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et faites-nous part de vos commentaires. Suivez-nous @EuronewsFR sur Twitter et @Euronews_French sur Instagram. Partagez avec nous vos expériences de remise en question de masculinité via le hashtag Dans la tête des hommes. Si vous êtes anglophone, ce podcast existe également en anglais. Il s'appelle Cry Like a Boy.